l'histoire de la maison de Marthe peut être une très longue histoire à raconter parce qu'en vérité, la grande chose qui a habité toute ma vie depuis, je dirais, 1976, lors de la première politique de santé qu'on a eue au Québec, après la commission Castonguay-Neveu, a été la création des départements de santé communautaire et la notion de santé communautaire. Et moi, je faisais partie des professionnels qui ont commencé à travailler là comme chercheurs. Et le projet de la santé communautaire, c'était de redonner le pouvoir à la population, de les impliquer, de reconnaître, je dirais, leurs compétences et leur capacité de se prendre en charge. Et je suis tombée amoureuse de ce concept-là, parce que je suis une rebelle et que j'ai toujours voulu avoir le contrôle de ma santé. Donc, j'ai milité, j'ai travaillé, j'ai cherché comment, comme anthropologue, on pouvait aider ce concept de santé globale. Et je me suis mise, dès ce moment-là, à la recherche d'un modèle opérateur d'une santé globale, mais surtout opérateur de transformation de la personne pour qu'elle s'approprie son pouvoir sur sa propre vie. Vous rendez-vous compte de l'histoire? Et j'ai travaillé pendant 20 ans chez les Inuits sur la notion de santé comme de maladie, etc., dans l'Arctique canadien, l'Arctique québécois. Et au début des années 90, la vraie vie a commencé et j'ai commencé à travailler avec ceux avec qui je voulais et devais travailler. Et j'ai commencé avec les itinérants, avec l'idée de vouloir comprendre comment leur donner les clés de l'autonomie, de l'empowerment, comment s'approprier son propre pouvoir pour reprendre le contrôle de sa vie. Alors, je travaillais avec les itinérants, les jeunes de la rue, les enfants de Duplessis, pour finalement me retrouver avec des femmes qui en étaient venues à se prostituer. Je ne les cherchais pas, la prostitution est venue me chercher. Mais le plus important, ça a été au plan théorique et méthodologique qui était ma quête. Alors, je cherchais comment faire. Et d'une recherche à l'autre, je faisais un pas au plan théorique et méthodologique. Je suis passée de la recherche fondamentale à la recherche appliquée, à la recherche-action pour être maintenant dans l'action-recherche. C'est-à-dire que la recherche est mise au service des femmes avec qui je travaille et l'action devient mon cadre de recherche. Donc, il y a double résultat. Il y a le résultat de la recherche et de l'action. Mais essentiellement, le focus, c'est l'action. Et dans ce travail avec les femmes, c'est tellement passionnant parce que le focus est mis sur elles et non pas sur le phénomène social de la prostitution, qui bien sûr se trouve éclairé en même temps. Mais c'est d'abord et avant tout comment les amener, elles, à se donner un meilleur être, à entrer en contact avec leur nature fondamentale, à s'accomplir, à se réaliser. En deux mots, à se réapproprier leur corps, leur vie, leur destinée. Et c'est avec les femmes que j'ai réussi à élaborer vraiment le modèle, qui est toujours en développement, mais le fondement du modèle est maintenant bien établi. C'est avec elle et pour elle que ça s'est fait. J'ai commencé à travailler avec les femmes en 2001, à l'époque au projet Intervention Prostitution Québec qui m'avait interpellée pour discuter d'une question méthodologique. Et les anthropologues, on est supposé être des spécialistes des questions. Alors, je pensais rester 5 semaines, peut-être 5 mois, mais je suis restée 5 ans à travailler avec eux autres et j'ai amorcé un gros protocole justement d'action-recherche pour amener les femmes à se mobiliser, à faire une recherche sur elles-mêmes. Enfin, il y a tout un protocole, là. Et à la fin de cette démarche, il y a eu la publication d'un ouvrage important qui s'appelle « Je vous salue, Marion-Carmen Clémentine, le point zéro de la prostitution ». Et je pensais que j'avais terminé, que j'allais partir à la retraite, mais en réalité, la vraie chose,
restait à venir, ça a été que les femmes, à ce moment-là, m'ont interpellée pour sortir de la prostitution. Et j'avais réalisé la tragédie de leur vie. J'étais à leur service comme femme de science, mais aussi comme femme, comme personne, comme mère, comme grand-mère, comme mère de famille. C'est tout l'être, hein? C'est pas juste la chercheuse qui travaille. Et j'ai découvert que personne ne leur avait jamais offert de sortir de la prostitution. Et ça, là, c'était terrible. Alors, j'ai décidé, après toute une démarche, d'ouvrir un petit local. Et ça s'est fait, voyez, aujourd'hui. C'était en 2006. 1er mai 2006, je mettais un papier sur une porte d'un petit local au sous-sol d'une église dans Saint-Roch. Et c'était marqué « La Maison de Marthe ». Et les femmes m'ont suivi. Elles me connaissaient déjà depuis 5 ans. Elles sont sensibilisées dans le sens de ouvertes à connaître, à comprendre, à apprendre, à recevoir de la formation. Mais dans la plupart des cas, selon l'opinion même des femmes, elles sont complètement inadéquates. Elles ne savent pas qu'est-ce que la prostitution. Elles n'ont aucune idée des systèmes producteurs de la prostitution. Elles n'ont aucune idée de la complexité de l'intervention, des conséquences de la réalité. Et on ne peut pas les blâmer parce qu'il n'existe pas de cursus scolaire sur la formation en prostitution. Et le premier effort auquel j'ai consenti, c'est justement de commencer à construire une science de la prostitution. Et la réalité, la vérité du vécu des femmes est tellement complexe que ça oblige un changement de paradigme. On ne peut plus être dans un modèle linéaire, cartésien. Il faut absolument travailler dans une perspective systémique. Et c'est pas évident, là, c'est vraiment... Donc, de ce que les femmes disent, la plupart du temps, le comportement des intervenantes est inadéquat, intervenantes et intervenants, parce que leur vie suscite plus de curiosité que d'être véritable, parce que la population, les intervenantes ne sont pas plus informées que la population en général. Et qui a accès à la vérité de la prostitution? Les femmes elles-mêmes qui sont dans la prostitution sont les premières. Les deuxièmes, ce sont les chercheurs, comme moi. Je ne savais rien de la prostitution. Elles me l'ont appris. Et j'ai été stupéfaite parce que nous sommes dans une société patriarcale. Et nous-mêmes, comme femmes, avons été conditionnées au patriarcat et à répondre au désir sexuel et à une représentation de la sexualité et de la prostitution qui est absolument irréelle et fausse. Donc, les intervenantes, pas plus que la population, n'est informée. Puis même du côté des chercheurs, parce que les chercheurs, nous sommes supposés avoir des grilles d'analyse pour la comprendre, cette réalité-là. Moi, ma grande surprise, c'est que même comme chercheur, comment se fait-il que moi, j'arrive à la conclusion que c'est une tragédie humaine incommensurable et que d'autres chercheurs, je vais prendre l'exemple de l'UQAM parce que c'est plus connu, arrivent à des conclusions totalement opposées. Et c'est une question importante. Et je me souviens de mes premières découvertes comme chercheur avec les femmes où je comprenais tout à coup, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? J'avais l'impression d'être toute seule à comprendre. Et c'est très troublant quand tout le personnel autour de vous qui travaille depuis 20 ans avec les femmes n'ont pas découvert ce que vous avez découvert. Et c'est ce qui m'est arrivé. Le personnel avec qui je travaillais avait une compréhension tout autre que moi et je leur disais, comment ça se fait qu'on ne voit pas la même affaire? Et la réponse, elle est dans la grille d'analyse, dans la grille d'observation de la réalité. Et c'est très troublant. Alors, il y a un travail énorme à faire parce que
l'oreille, l'écoute, la réception de la parole de l'autre, le type de relation avec les femmes, il est très particulier. Et on a développé toute une approche par rapport à ça. Ce n'est pas la compassion qui est aidante. Ce n'est pas la curiosité, encore moins. C'est une oreille juste et attentive, ouverte à la réalité de l'autre. Mais il faut être prêt à entendre cette parole. Donc, nous avons un énorme travail de formation à faire. Nous, ce qu'on observe, en tout cas qui est très, très important dans les dernières années, c'est la modification d'une caractéristique qui est très importante, c'est le rajeunissement des femmes qui viennent à la Maison de Marthe, mais surtout la découverte que les jeunes filles, 16, 17, 18 ans, vont elles-mêmes s'offrir au proxénète. Alors moi, j'avais déjà mis à jour 6 systèmes socioproducteurs de prostitution, et là, je suis obligée d'en ajouter un 7e, qui était un phénomène plutôt rare d'après mon analyse de données. J'avais des femmes qui allaient s'offrir à la prostitution, mais généralement, c'était des femmes qui étaient toxicomanes ou qui étaient plus âgées. Tandis que là, on a des filles qui ne sont pas dans la toxicomanie et qui vont s'offrir au proxénète parce qu'elles croient le discours de l'industrie du sexe. C'est cool, c'est hot. Tu vas faire beaucoup d'argent, tu es une artiste, ça va être court, tu vas juste avoir à danser, puis tu vas tellement faire d'argent. Puis quand tu vas être tannée, tu auras juste à sortir. Évidemment, tout ça, c'est faux. Et elles le font par désir de faire de l'argent rapidement, par désir d'être populaire. Elles croient le discours aussi de l'industrie du sexe qui disent qu'elle va être comblée au plan sexuel. Mais les conséquences sur elles sont absolument dramatiques. Mais je crois que c'est probablement la même chose à Montréal. Ce qui m'impressionne, parce qu'on a l'information par les femmes, c'est le nombre de femmes qui sont rattachées à des agences d'escorte. Franchement, jamais je n'aurais pu imaginer, par exemple, qu'une agence d'escorte pouvait avoir, mettons, 80 femmes disponibles. Elles ne sont pas toutes là en même temps, là, on s'entend. Mais je suis allée, à un moment donné, chercher une femme qui avait besoin d'aide et je suis allée la chercher dans une agence d'escorte qui était tout près de notre organisme. Ça a été très facile. J'ai sonné, je suis rentrée. Le proxénète n'a pas fait de matière. Et il y avait un petit tableau noir sur le mur. C'était absolument cheap. C'était franchement le triste comme ambiance. Il y avait un petit tableau noir et j'ai calculé qu'il y avait 26 noms sur le tableau. 26 noms de femmes à vendre. C'était vraiment très cheap. Et j'étais étonnée parce que 26 noms, c'est beaucoup, là. Puis là, c'était un trou, là. Au Québec, on appellerait ça comme ça. Oui, Québec, c'est certainement différent de Montréal ou de Paris. La philosophie de la Maison de Marthe ici, c'est le document le plus important pour moi de la Maison de Marthe, au point qu'on l'a intégré à nos règlements généraux, nous autres. Alors, on en parle beaucoup de la philosophie ici. Parmi les valeurs, il y en a une qui me tient à cœur, c'est le rapport égalitaire entre tous les membres du personnel, conseil d'administration et les femmes. Et ça, c'est quelque chose de très particulier parce qu'égalité, ça peut sembler bien facile, mais ce n'est pas le cas. Un rapport égalitaire, c'est plus qu'un rapport de respect. C'est reconnaître à l'autre la compétence et la capacité de se prendre en charge. C'est être l'outil de travail pour l'aider et elle à s'accomplir. Nous sommes à son service. Nous ne sommes pas dans un rapport comme celui-là, un rapport de professionnel, la personne sur qui on fait l'intervention. On est vraiment dans un rapport, je dirais, de partenaire vers un même objectif. Ça suppose que l'intervenante fait elle-même l'expérience de tout ce qu'elle propose à la personne qui est en face d'elle.
ça suppose qu'elle aussi, elle est en cheminement. Et ça suppose qu'elle aussi se transforme dans la relation qu'elle a avec la personne. Alors, voyez que ce n'est pas habituel. Nous sommes tout en croissance. Nous avons un certain contrôle des outils avec lesquels on travaille, mais ces outils sont au service de quelqu'un qui réussit dans ce sens, parce que l'esprit de la maison de Marthe, c'est particulier. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui existe. Et ça demande une qualité rare, difficile à acquérir, l'humilité. C'est très, très, très difficile. On n'est pas des experts. On est des experts dans une certaine méthode, puis on essaie d'être des bons outils. Donc, le trésor de la maison de Marthe, c'est son modèle d'intervention. Et quel est ce modèle d'intervention? Ce modèle d'intervention, il s'appelle pédagogie d'empowerment. Pédagogie, ça veut dire se tenir debout. Empowerment, c'est s'approprier son pouvoir. C'est extraordinaire comme défi. Et la grande question, je l'ai un petit peu abordée tantôt, c'est comment justement peut-on aider les personnes? Alors, les services généraux et les programmes généraux qui sont offerts à la population, pour nous, il est clair que ça ne réussit pas à répondre aux besoins des femmes avec qui nous travaillons. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. D'abord à cause de la gravité et la sévérité de la pratique de la prostitution sur elle-même. Déjà ça, il faudrait faire le temps de tout un exposé parce qu'il y a un processus de déshumanisation de la personne, de décorporalisation. Il y a une souffrance, et je n'exagère pas, malgré tous les discours que d'autres pourront tenir. Il y a une souffrance parce que ça ne peut pas exister, donner des services sexuels. Les femmes avec qui nous travaillons sont pareilles comme vous et moi, sont pareilles comme toutes les femmes. La seule raison pour laquelle elles se prostituent, c'est pour l'argent, ce n'est pas pour le plaisir sexuel. C'est complètement fou, là. On ne peut pas offrir des services sexuels parce que notre anatomie et notre physiologie fait que nous sommes pénétrés. C'est très différent de l'homme qui, lui, a des organes qui sont complètement à l'extérieur, qui, au plan psychologique, est complètement différent de nous autres. Lui, il est capable de dissocier sexe et amour. Pas une femme. Notre psychologie, notre physique n'est pas du tout le même. Et une femme qui s'est prostituée, elle est souillée, elle est brisée, elle est pénétrée et elle est touchée depuis la pointe de ses orteils jusqu'au bout de ses cheveux. Et ce n'est pas une caricature ni une anecdote. Nous, on est là-dedans à journée longue. Et les conséquences sont absolument tragiques. Donc, sortir de la prostitution, cesser de se prostituer. Elle peut cesser de se prostituer, ça ne veut pas dire qu'elle est sortie de la prostitution. Pourquoi? Parce qu'être prostituée, c'est être un corps public, c'est ne plus avoir de corps privé. Et donc, il faut maintenant qu'elle sorte de la prostitution d'elle. Et c'est là que le vrai travail commence. Et c'est là où nous avons besoin d'avoir des services spécialisés en sortie de la prostitution. Le premier programme que nous avons s'appelle « Se situer au cœur de sa vie ». Il faut amener la personne à entrer en contact profond, le plus profond possible avec elle-même. Il faut qu'elle entre en contact avec sa nature fondamentale. Et je vais vous donner une image parce que je pense à une femme avec qui je travaillais et j'étais dans une intervention qui était extrêmement difficile. Ma mère était prostituée parce que ça aussi, ça fait une différence. Et cette femme on était lundi matin, puis elle était désespérée. Elle s'était prostituée toute la fin de semaine. C'est une femme qui était héroïnomane.
Elle était tellement souffrante. Et je me souviens encore de l'intervention. C'était tellement délicat parce qu'elle était tellement souffrante. C'était une boule de souffrance que j'avais en face de moi. Et il n'y a pas de parole, là. Ça va passer, ça va, on va être ici. Il n'y a pas de parole qui peuvent aider. Et je me souviens de ce matin-là où je lui ai dit, il y a un lieu en toi qui n'a jamais été souillé. Si tu veux, je vais t'accompagner, je vais te guider et tu vas y aller. Il faut que tu descendes au plus profond de toi-même, dans ce lieu où personne ne peut aller, dans ce lieu qui t'appartient à toi, celle qui a toujours existé, celle qui doit renaître à elle-même, en fait. Et j'avais découvert ce lieu, parce qu'on ne peut pas guider quelqu'un si on ne l'a pas découvert, son propre lieu. Et elle a fait la démarche, et je me souviens avec émotion de comment elle se sentait. Parce que j'avais découvert avec une autre femme, après avoir travaillé toute la journée, parce que se situer au cœur de sa vie, ça sous-entend que je fais un travail avec vous, mais je ne vais pas faire une collecte de données sur vous. Je ne vais pas faire une recherche sur vous. Mais je vais vous poser des questions toute la journée, mais dans le but de vous amener, vous, à faire une recherche sur vous-même. Je suis l'outil pour vous permettre de vous connaître et de vous découvrir. Et toute la journée, on avait commencé à 8 heures le matin, on était rendus à l'heure du souper, on était épuisés toutes les deux. Et à la fin de l'entretien, quand je lui ai posé les dernières questions que je ne vous dirai pas parce que c'est de l'efficacité symbolique, hein? Les questions sont efficaces à la femme qui fait la démarche parce qu'on ne se prépare pas à répondre à ça. On vit une expérience, on ne fait pas un répondre. On vit une expérience en soi. Et cette femme, lorsque je lui ai posé ces toutes dernières questions, bien, on avait travaillé toute la journée, là. Et toute la journée, je l'amenais à se réunifier en elle, parce qu'il y a beaucoup de recherches qui ont précédé ça, puis je n'ai pas pu vous en parler, là. Et à la fin de la journée, je reviens avec ma première question du matin, et là, j'arrive avec mes dernières questions. Pas pour qu'elle me réponde, pour qu'elle se réponde elle-même. Et cette femme en face de moi était complètement métamorphosée parce qu'elle avait fait ce chemin d'intériorisation, parce qu'elle avait fait ce chemin de recontacter sa nature fondamentale. Elle était éblouissante. Et j'assistais à quelque chose à laquelle j'étais moi-même en admiration. Et je lui ai dit, je n'ai pas de miroir ici, mais là, en sortant, il faut que tu ailles te voir dans le miroir. Si tu voyais comment tu es belle. Donc, le travail de la maison de Marthe, c'est d'amener cette unification de la personne en elle-même, qu'elle le découvre, qu'elle le voit, et qu'elle accepte de faire les efforts, qu'elle accepte d'avoir la persévérance, qu'elle accepte de vivre la vie dans tout ce qu'elle a de difficile, dans le fond, pour renaître à elle-même, et puis en arriver à reprendre son pouvoir, sa propre vie, en quelque sorte. Donc, c'est fait d'efforts, d'échecs, de rechutes, mais d'avancer. Et c'est pour ça que le livre s'appelle « Je vous salue, Marion, Carmen Clémentine ». Parce qu'en même temps que j'ai découvert la plus grande tragédie, ces femmes m'ont révélé ce que l'être humain avait de plus beau, de plus grand, de plus noble, de plus pur. Cette splendeur de l'être humain qui se réalise et s'accomplit vraiment dans son essence essentielle. Vous comprenez, hein, ce que je veux dire? Et devant tant de splendeur, je ne pouvais que m'incliner tellement c'est beau. La tâche de la maison de Marthe, c'est d'amener, de conduire. Nos outils nous permettent d'aller vers cet accomplissement. Alors, il y a ce premier programme qui s'appelle « Se situer au cœur de sa vie ». Le deuxième programme s'appelle « S'aider soi-même »,
qui est un groupe d'entraide pour outiller la femme dans sa démarche, parce que j'ai réalisé qu'avec le premier programme, la femme entrait en contact avec son pouvoir personnel, mais que ça retombait si ce n'est pas entretenu. Elle va perdre cette efficacité-là, puis là, elle retombe dans son quotidien qui est harassant, elle n'a pas d'argent, les enfants sont malades, elle n'a pas de conjoint, elle a le goût de consommer, elle fait une rechute, elle n'arrive pas à s'agripper, il n'y a pas assez de moyens pour la retenir. Il faut qu'on puisse, avec tous les moyens qu'on a, la supporter parce qu'elle est c'est dur, c'est pas vivable ce qu'elle est en train de vivre. Il faut qu'on soit là avec énormément de moyens pour la supporter. C'est comme un enfant qui est en pleine croissance parce que quand la jeune femme a été abusée, mettons à partir de 4 ans, hein, elle est rendue à 36 ans. Ça fait 32 ans qu'elle est dans une souffrance qu'elle consomme parce qu'elle a commencé, mettons, à 13 ans, elle est rendue à 36 ans ou 39 ans. On lui demande de sortir, on lui offre de sortir de la prostitution. Imaginez-vous le travail qu'il y a à faire. Tous les apprentissages qu'elle aurait dû faire comme petite fille et adolescente, elle ne les a pas faites. Il faut qu'elle les fasse. Ensuite, il y a toutes les conséquences de s'être prostituée. Ensuite, il y a se réinsérer et devenir une citoyenne à part entière. Imaginez-vous ce qui lui est demandé. Alors, on va voir ce mode de vie, qui est le mode de vie des 12 étapes des alcooliques anonymes, adapté à la situation de la prostitution, qui lui donne des outils, elle. La première étape ne parle pas de dépendance à la prostitution. La première étape dit, nous avons admis que nous étions impuissantes devant nos dépendances. Et si elles sont comme moi, il y en a beaucoup. On commence par découvrir une première. La deuxième est plus difficile encore. La troisième est encore pire. La quatrième est encore pire. C'est le travail d'une vie. Alors, il ne faut pas s'imaginer qu'on va régler ça. Le troisième programme, c'est le programme d'appropriation de sa sexualité, qui est absolument extraordinaire. Essentiellement, en 2 mots, c'est sortir du patriarcat, ne plus être objet sexuel. Et ça s'adresse à toutes les femmes du Québec, pas juste aux femmes avec qui on travaille. Sortir de cette vision de femme-objet et devenir sujet de sa sexualité. N'est-ce pas extraordinaire? La vraie révolution sexuelle n'a pas eu lieu. Elle reste à faire. Et c'est avec ça qu'on va le faire. Devenir sujet de sa sexualité. Avoir une sexualité qui est belle, comblante pour les deux, qui est respectueuse des deux. Et tant qu'il y aura de la prostitution, il n'y aura pas d'égalité entre les hommes et les femmes, parce que la prostitution est au cœur des relations hommes-femmes. Le 4e programme s'appelle la recorporalisation. Alors, c'est énorme comme démarche. Il s'agit de traiter des grands problèmes. Alors ça, c'est une approche un peu complexe qui a été développée par la sexologue très réputée, très vedette, Marie-Paul Ross. Alors, au début, je travaillais en partenariat avec son institut. Maintenant, nous avons une intervenante qui a été formée et qui est supportée par l'Institut de Marie-Paul Ross. Et il s'agit de travailler avec les femmes de différentes techniques, d'abord pour régler les grandes souffrances. Et ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est l'autonomie des femmes. C'est-à-dire que la méthode n'est pas une méthode psychologique d'entretien où on va rencontrer sa psychologue pendant 15 ans. Là. Je ne veux pas décrier les psychologues, je veux juste dire qu'il y a d'autres choses maintenant qui existent. Et dans la méthode que Marie-Paul Ross a développée, la femme est elle-même intervenante de son propre rétablissement. Elle est l'intervenante à 90 % de son propre établissement. Donc, elle fait l'apprentissage des techniques qui ne sont pas seulement la parole, mais qui sont des exercices physiques, des exercices de respiration, des exercices physiques, parce que la souffrance est inscrite dans le corps. Vous voyez, là aussi, il y a un changement de paradigme,
Parce qu'en réalité, nous travaillons toujours comme si l'esprit et le corps étaient séparés, mais ce n'est pas séparé. Donc, toute la méthode d'intervention à la maison de Marthe vise à cette réunification du corps et de l'esprit et fondamentalement à s'unifier non seulement en nous-mêmes, mais avec l'univers. On fait partie d'un cosmos. Il y a une dimension cosmique qui est très, très importante. Et moi, ça a été une composante essentielle de ma démarche au plan théorique. J'ai beaucoup, beaucoup lu en physique. Je me suis beaucoup intéressée aux grandes découvertes des astrophysiciens, de ce qui se passait en sciences pour cette notion d'unification. Alors, en gros, voilà le modèle d'intervention à la maison de Marthe et les différents programmes. Mais il y a plus que ça, là. Il y a l'accompagnement individuel, bon, etc. Chaque femme, non seulement a une histoire différente, mais elle est différente. Au plan de l'émotivité, au plan de son histoire personnelle, au plan de la relation qu'on développe ici avec les femmes arrive, je crois, quand on arrive à toucher l'esprit de la personne, celle-ci arrive à changer quelque chose dans sa vie. Alors, nous mettons beaucoup l'accent sur construire une relation interpersonnelle, je dirais un amour personnel. Parce que l'amour impersonnel ne me comble pas moi comme intervenante, puis ne comble pas l'autre. Je ne suis pas en train de dire qu'on est dans la dépendance, je ne suis pas là. Mais nous sommes dans une relation interpersonnelle authentique, pleine et entière. Nous investissons beaucoup, beaucoup, beaucoup dans nos relations. Donc, chaque femme a une intervenante qui lui est désignée. Les femmes, évidemment, viennent beaucoup ici, mais nous faisons énormément d'accompagnement à distance aussi. Les femmes vont téléphoner 5-6 fois par semaine. Les appels sont longs, là. Parfois, les appels durent 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, ça, c'est important. Nous allons au centre de détention à toutes les semaines. Alors, nous accompagnons des femmes à la cour, en libération conditionnelle, etc. Je dirais qu'il n'y a pas de limite à l'intervention qu'on fait à la Maison de Marthe. Nous créons des collaborations et des partenariats avec les autres organismes parce qu'on ne veut pas répéter ce que les autres font. Par exemple, les services alimentaires, les vêtements, etc. Ce que les autres font, on ne le fait pas. On fait ce que les autres ne font pas. Et qu'est-ce que les autres ne font pas? C'est cet accompagnement spécifiquement élaboré pour aider les femmes qui sortent de la prostitution parce que les services généraux ne peuvent pas combler ces besoins-là. Alors, cet accompagnement, là, il est vraiment très important. Puis on fait toutes sortes de types d'ateliers parce que sortir de la prostitution, c'est entrer en soi, mais c'est aussi entrer dans un nouveau projet de vie, le vrai projet de vie. Naître à soi, mais là, il faut s'accomplir et se réaliser. Retourner aux études, etc. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de facettes à tout ça, là. Mais c'est d'abord se reconquérir soi-même, là, hein. L'accompagnement par les pairs est une composante essentielle de l'accompagnement. Mais je dirais que contrairement à l'homosocialité, je ne vais pas parler d'homosexualité, il y a une homosocialité entre les hommes qui est établie depuis des générations et des siècles. C'est moins vrai chez les femmes. L'une des caractéristiques essentielles des femmes avec qui on travaille, je dirais, c'est d'avoir été trahies par d'autres femmes. Et dans une très, très grande proportion par leur mère. Beaucoup de femmes ont été abandonnées par leur mère. Beaucoup de femmes ont eu une mère qui était en compétition sexuelle et financière. Plus
plus de 90 %, d'habitude, je dis plus que ça, mais là, je vais m'en tenir à 90 % mais c'est plus que ça. Plus de 90-95 % des femmes avec qui on travaille sont dans un rapport problématique, difficile, douloureux avec leur mère. Et c'est quelque chose qu'on fouille, qu'on documente. Nous savons toutes, comme femmes aussi, qu'on peut être trahi par notre meilleure amie. Il y a quelque chose de culturel, il y a quelque chose de structural. Alors, fermons-nous pas les yeux, là. Nous devons construire cette solidarité entre les femmes. Et la jeune femme qui a fondé le groupe d'entraide ici, il faudrait faire une entrevue avec elle, c'est elle qui a déterminé les objectifs, c'est elle qui les a écrits. Et c'est la première chose qu'elle a écrite. Développer la solidarité, la confiance entre nous. Et que c'est difficile. Et que c'est difficile. C'est comme si toute la société, dans son fonctionnement, contribuait à nous mettre dans une situation d'adversité et que c'est difficile. Alors, c'est un travail sur lequel on met de l'énergie ici de différentes façons. On la découvre en la faisant. Hein. Je dirais qu'à la Maison de Marthe, là, il n'y a pas de limite à ce qu'on fait. Puis ce qui n'existe pas, on l'invente. On est comme ça. On est ouverte. On est en train de construire. On veut être aidante. Puis on veut nous changer, on veut nous aussi s'enrichir. Donc, cette solidarité entre les femmes, lorsqu'une femme, par exemple, d'un autre organisme vient ici puis critique un autre organisme, on va tout de suite l'arrêter. On va tout de suite dire non. Ici, tu ne peux pas critiquer cet organisme qui t'est venu en aide. On n'acceptera pas non plus le bavassage. C'est non. C'est non. Nous devons, entre nous, être dans la confiance. Enfin, voyez, c'est toute une philosophie, une idéologie. Souhaitons qu'elle s'incruste, qu'elle façonne chacune de nos activités, de nos actions, qu'elle le pénètre, qu'elle demeure. Nous donnons de la formation aussi. On fait la publicité sur, mettons, le programme d'appropriation de la sexualité, où nous formons les intervenantes. On ne veut pas garder le monopole. Ce qui nous intéresse, c'est de diffuser le programme et que les intervenantes se l'approprient et soient capables de le donner. Et ce programme-là, comme je le disais tantôt, il ne s'applique pas seulement aux femmes dans la prostitution. On s'est aperçu que toutes les femmes avaient besoin un peu de revoir ça, comment on devient sujet de sa sexualité. Il y en a pour qui c'est évident, mais la majorité ne le savent pas. Nous travaillons aussi, mais là, on manque de ressources pour le faire, sur un programme d'appropriation de sa sexualité, mais adapté à la jeunesse, aux jeunes adolescents. Alors là, on manque d'une ressource. J'espère à un moment donné qu'on va avoir peut-être une stagiaire de niveau maîtrise ou je ne sais pas, ou quelqu'un qui sera intéressé par ça. Bon sang, ils sont tellement grands et nombreux, les défis. D'abord, se retrouver soi-même. Je dois dire que je voudrais qu'elle voie ce que moi je vois. Et je le dis avec émotion parce que tout le personnel de la Maison de Marthe, autant les intervenantes, la direction, nous sommes en admiration devant les femmes avec qui on travaille. Ce sont des femmes d'une qualité exceptionnelle, d'une sensibilité exceptionnelle. Elles sont belles dans le plus grand sens du terme, de belles personnes, d'où la fleur emblématique de la Maison de Marthe, qui est l'orchidée, la plus belle d'entre les belles.
à la fois fragile, mais à la fois extrêmement forte, capable de renaître. Donc, le premier défi, c'est retrouver qui elles sont, renaître à elles-mêmes, se réapproprier qui elles sont, découvrir la splendeur de qui elles sont, se donner une chance, se reconnaître, accepter momentanément que ça va être dur, mais c'est encore plus dur de souffrir dans les vieilles souffrances que de traverser le marécage qui est là. Et celles qui n'étaient pas fortes sont mortes. Celles avec qui on est, elles sont fortes. Elles sont vraiment très fortes. Et c'est des femmes pour lesquelles nous avons le plus grand respect. Et je vous dirais, en exemple de ça, que j'ai de la misère maintenant à avoir une vie sociale. Parce que le contact avec les femmes est toujours un contact authentique, un contact transparent et tout de suite important qui va au cœur des choses. On n'est pas dans la tromperie des relations sociales. Et la tromperie des relations sociales m'est maintenant devenue insupportable. Parce que ce qui se passe ici, c'est des relations authentiques. C'est vraiment de grandes personnes. Mais les défis sont... Parce que j'ai beau vous dire que vous êtes belle, tant que vous n'en aurez pas découvert la vérité, c'est inutile et vous pensez que je suis dans la flatterie. Donc, ce n'est pas en leur disant qu'elles sont belles qu'on va y arriver. C'est en l'accompagnant pour qu'elles la découvrent. « Hey, j'ai réussi ça. Ah, j'ai fait ça. » C'est dans un partenariat égalitaire. Il faut travailler dans un partenariat égalitaire. Et c'est une vérité du féminisme, mais ce n'est pas vrai que le féminisme l'applique. Il y a trop de catégories. Et au plan interpersonnel, c'est pas toujours vrai qu'il y a une reconnaissance de cette égalité. Il y a le défi de la sobriété, bien sûr, parce que le fléau de la maison de meurtre et des femmes, c'est la toxicomanie. Et leur souffrance est très grande. Et sortir de la toxicomanie, c'est toute une affaire. La dépendance est très grande. C'est dur, c'est très dur. Mais elles sont capables pourtant. Nous autres, on le sait, mais tu sais, c'est à nous d'être des bons instruments. Je dirais que pour qu'elles puissent réussir, il faut qu'elles aient la détermination. Mais nous, il faut qu'on ait des approches et un modèle d'intervention qui soit adéquat. Et c'est ça qu'on doit viser, puis actuellement, ce n'est pas le cas. C'est là-dessus qu'on doit travailler. Puis, je l'ai dit au début, il faut construire une science de la prostitution. C'est vraiment urgent. Parce que les discours qui se tiennent à l'université, moi, je pense à une jeune femme qui me parlait du cours auquel elle avait assisté dans la journée, puis qui me disait, notre professeur a fait la promotion de la libération sexuelle et de la prostitution. Et ça, c'est horrifiant, là. Puis, c'est horrifiant. Donc, il faut une science de la prostitution qui dise la vérité, comme la vérité qui existe pour l'infarctus du myocarde, ou la vérité qui existe pour n'importe quel autre problème. Et la prostitution fait partie de la violence qui est faite aux femmes et de l'exploitation sexuelle des femmes. Et voyez comme la science est inégale, parce que j'ai des collègues dans d'autres universités avec qui je voudrais bien discuter parce qu'on arrive à des conclusions différentes. Et la division du féminisme est une difficulté qu'on traîne avec nous, puis que j'espère on va finir par résoudre, si on peut finir par s'entendre, se faire confiance, avoir un discours, cesser d'être divisé. Mais enfin, les femmes ont beaucoup de... De toute façon, toutes les femmes ont des moyens défis à relever.
Moi, je trouve que les femmes de la société contemporaine sont assez exceptionnelles. Je trouve qu'on est en train de changer le monde présentement. La vérité est absolument essentielle dans tout ce qu'on dit. Et moi, je crois que je suis une femme difficile à vivre. Mon premier point dans ma règle de vie personnelle que je me suis donnée, c'est de toujours dire la vérité. Ça n'a pas de bon sens. Parce que nous vivons dans une société manipulatrice, mensongère. Quand est-ce qu'on dit la vérité? C'est pas acceptable, c'est intolérable. J'écoutais une émission de Serge Bouchard récemment qui s'appelle « Ici, c'est fou » et qui portait sur ce thème-là. C'était extraordinaire comme émission. Il faudrait d'ailleurs que je le réentende. Mais je me le suis donné comme règle de vie, pareil, ce qui fait que je suis rude à vivre. Et surtout à la maison de Marthe, je dis toujours la vérité. Il faut dire la vérité. Et la clé d'un vrai rapport humain, c'est de dire la vérité. Les femmes avec qui nous travaillons sont des proies. Ce ne sont pas des chasseurs, ce sont des proies. Mais qu'on soit proie ou chasseur, il y a une attitude qui est la même. Et ça m'a beaucoup impressionnée. Puis je pense que c'est la première leçon que j'ai appris d'elle. Je savais que même si elle ne me regardait pas, qu'elle me traversait de leur regard, je savais qu'elles étaient capables d'évaluer l'authenticité de qui j'étais. Ce sont des proies. Et elles voient tout le temps. Alors, ce n'est pas vos sourires et vos trucs qui vont les berner. Elle va vous berner bien avant. Parce que franchement, elles ont vécu autre chose. Elles ont été en danger. Puis elles ont été sur la ligne raide là, tout le temps, puis elles le sont encore parce qu'elles sont toujours en danger. Quand je travaille avec une personne, pour être capable d'entrer en communication avec elle, il faut que moi, pour travailler avec une femme de la Maison de Marthe, je vais vous dire la seule chose qui est importante. Il y a l'authenticité, c'est évident, mais il y a plus que ça. Ça joue aussi sur le rapport égalitaire. Il faut que je puisse descendre au plus profond de moi-même et que j'aille dans ce lieu où je suis la plus fragile et la plus souffrante. Et c'est seulement à ce moment-là que je serai capable d'entrer dans un rapport authentique avec la personne qui est en face de moi et être capable de lui être utile. Autrement, on est dans le placotage et le verbiage. Tandis que si moi, je suis bien ancrée en moi et que je suis là, je vous garantis que je ne jouerai pas de jeu. Il y a quelque chose là d'essentiel qui va se passer entre elle et moi. Et jamais les personnes avec qui j'ai travaillé sauront combien il me faut travailler sur moi pour être capable de les aider. Vous voyez que c'est une autre vision de l'intervention qui n'est pas habituelle. Hein? Il est vrai que la mission de la Maison de Marthe est uniquement la sortie de la prostitution, mais on n'est pas contre les femmes dans la prostitution. On n'a aucun problème à ce que les femmes soient encore dans la prostitution. Ce n'est pas ça du tout l'affaire. Mais si la femme, elle est très confortable dans la prostitution, qu'elle est bien, nous, on va la référer au PIPQ, on n'est pas utile. Et ça m'arrive à la prison, par exemple, de rencontrer une femme, elle est encore confortable dans la prostitution. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et je vais la référer plus au PIPQ. Mais si un jour, elle veut sortir de la prostitution, c'est autre chose. Alors là, on est là.
Donc, nous avons des relations, de plus en plus des relations de cordialité, de référence, d'ouverture, de collaboration. Et il le faut. Nous ne ferons jamais le travail qu'ils font. Ce n'est pas ça notre mission. C'est eux autres qui font ça. Ils sont nécessaires. Il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient dans la rue, il faut qu'ils fassent ce travail-là. Ce n'est pas ça notre compétence. Nous autres, on est à un autre moment qui demande déjà toute notre énergie. Alors, ils ne disparaîtront pas, là. Ils sont essentiels. Fait que ça va de mieux en mieux, je dirais. Mais il y a un apprivoisement. Il y avait un apprivoisement à faire. Mais il y a des personnes pour qui j'ai énormément d'amitié parmi ces personnes-là. Donc, je ne serais même pas capable de ne pas les aimer. C'est des personnes exceptionnelles. Alors donc, elles se démarquent. La Maison de Marthe appuie le projet Lune et ils ont fait une demande de financement. D'ailleurs, à Justice Canada et c'est moi-même qui ai écrit une lettre pour supporter leur projet. Ils ne l'ont pas eu, mais c'est une question de temps. Il n'y en a pas d'argent présentement, mais c'est une nécessité absolue à Québec. C'est une honte que ce service-là ne soit pas subventionné, mais c'est le manque d'argent, c'est l'incompréhension aussi. C'est l'incompréhension. Ce n'est pas évident pour tout le monde, comme je l'expliquais, pour notre propre mission, parce que les gens ne comprennent pas. Ils disent ils se prostituent pour se donner du luxe. Bon, bien là, il faut qu'il y ait un contre-discours. Il n'y a pas de contre-discours présentement à l'industrie du sexe. Qui en parle? Il n'y a personne qui en parle. Il n'y a pas de contre-discours à la pornographie. Bien là, il faudrait qu'il y en ait des contre-discours. Nous autres, on le tient, mais au niveau où on est, ce n'est pas au plan gouvernemental, au plan social. Quand est-ce qu'on entend parler à la télévision, maintenant, de messages qui dénoncent la pornographie, qui énoncent la violence sexuelle faite aux enfants, la violence sexuelle faite aux femmes dans la prostitution, ça n'existe pas. Il va falloir que ça vienne, ce contre-discours. Qu'est-ce que je dirais à des intervenants qui veulent venir travailler à la Maison de Marthe? C'est une chose, parce que si elles viennent travailler à la Maison de Marthe, alors là, je vais m'assurer qu'elles sont elles-mêmes en cheminement personnel, parce que si elles pensent venir pour intervenir sur les autres, ce n'est pas la bonne place ici. Et je remets même en question le mot « intervention ». Intervenir suppose que j'interviens sur l'autre. Il y a quelque chose qui est faux là-dedans. Là. On ne peut pas intervenir sur l'autre, c'est l'autre qui est actrice active de sa vie. Ici, on va parler plus d'accompagnement, mais je vous dirais que je suis rendue plus loin que ça. Et je réalise, avec toutes ces années d'expérience, que nous sommes ou devrions être des guides. Des guides qui ne sont pas en fusion, qui ne sont pas indifférents, mais qui sont là, sur une ligne d'acuité, d'exigence, d'impeccabilité dans l'art d'accompagner l'autre ou de la guider. C'est facile de tomber dans la dépendance avec les personnes. La compassion, c'est pas le bon outil. Il y a une sorte d'amour qui est un amour comme le parent qui conduit son enfant à l'autonomie. Mais le parent qui est mauvais parent, il a bien beau aimer son enfant, s'il ne le conduit pas à l'autonomie, il a raté son coup. Et je réfléchis beaucoup présentement à ce concept de guidance. Et je crois qu'on doit devenir des guides. C'est très exigeant de notre part. Ça veut dire qu'il faut travailler d'abord sur soi avant de vouloir aider les autres. Parce qu'en réalité,
la vraie chose, on ne l'apprend pas à l'université. À l'université, on apprend beaucoup, beaucoup de choses au plan des outils, mais c'est l'être, le être qui je suis, qui va faire qu'il va se passer quelque chose entre nous. Et je pense à des personnes remarquables que j'ai rencontrées dans ma vie qui n'ont pas été intrusives et qui m'ont permis d'advenir qui j'étais. Et on doit viser cette perfection-là. Vous voyez, ce n'est pas simple, hein? Il faut d'abord, nous, devenir qui on est, s'accomplir, travailler sur soi. Et je m'aperçois bien maintenant que jusqu'à la dernière minute, je vais travailler là-dessus moi-même.